cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux différents types de réactions chimiques. Alors, je vous propose de partir d'un premier exemple. Nous prenons du magnésium que nous faisons réagir avec de l'acide chlorhydrique. Il se forme du chlorure de magnésium qui est aqueux, donc dissous dans la solution, et du dihydrogène gazeux. Alors, cette réaction n'est correctement écrite que, évidemment, si on la pondère. Donc, j'ai rajouté un coefficient stoichiométrique 2 devant HCl. Alors, je vous propose maintenant de voir cette réaction en vidéo. Voici la première expérience. Donc, dans le berlin que vous voyez, nous plaçons de l'acide chlorhydrique et nous venons de déposer un morceau de magnésium. Alors, vous voyez, le magnésium que j'ai utilisé est un petit peu noir, donc il est oxydé. Donc, ça prendra un petit peu de temps avant que la réaction ne démarre vraiment. Voilà, ça commence petit à petit. Donc, allons voir un petit peu de plus près ce qui se passe. Et vous voyez des petites bulles à côté du magnésium, ici. Vous voyez ici, on voit des petites bulles. Donc, ce n'est pas le magnésium qui se dissout, comme certains élèves disent souvent. Ce n'est pas le magnésium qui bout non plus. Donc, le magnésium est en train de réagir. Et c'est quoi ces petites bulles? Alors, si vous prenez le temps de regarder l'équation chimique que je vous avais présentée, vous voyez qu'en fait, la réaction va produire du dihydrogène. Et donc, ce sont des petites bulles de dihydrogène que nous voyons qui sont en train d'être dégagées au fur et à mesure de la réaction. Alors, je vous propose d'accélérer et de prendre la réaction quelques minutes plus tard. Voilà, alors vous repérez ici le ruban de magnésium. Vous voyez qu'il est tout à fait blanc maintenant, il a ses couleurs argentées, donc il n'est plus noir, donc il a perdu son oxydation. Et vous voyez que la réaction bat son plein, vous voyez le nombre de petites bulles de dihydrogène. Voilà. La réaction continue, le magnésium continue à réagir avec l'acide chlorhydrique pour donner du chlorure de magnésium qui va se retrouver dissous dans la solution et du dihydrogène qui s'enfuit, qui s'échappe. Ce sont les petites bulles que nous voyons. Alors, je vous propose ensuite d'avancer encore quelques minutes. Alors, vous repérez le magnésium est ici et vous voyez qu'il est de plus en plus fin par rapport au début de l'expérience. Et il continue de réagir avec l'acide chlorhydrique. Voilà. Toujours un dégagement de dihydrogène. Alors, je vous propose d'accélérer un tout petit peu. Voilà. Et vous voyez que le magnésium diminue de petit à petit. Voilà. Vous voyez que le magnésium, il ne reste plus grand chose du magnésium, un tout petit bout, qui est encore en train de réagir. Et voilà. Et donc vous voyez que tout le magnésium a réagi, tout le magnésium a disparu, a complètement réagi. Voilà, la réaction a totalement réagi. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute de l'acide chlorhydrique? Il ne se passe rien puisqu'il n'y a plus de magnésium, donc il n'y a plus moyen de faire la réaction. Que se passe-t-il si je rajoute du magnésium? Vous voyez de nouveau apparition de petites bulles, la réaction redémarre. Donc ça signifie que le magnésium était entièrement consommé lors de cette première réaction, mais qu'il y avait un excès d'acide chlorhydrique. Et donc si on remet du magnésium, la réaction va redémarrer. Il y avait trop d'acide chlorhydrique par rapport au magnésium.
Alors, nous venons de voir dans la vidéo que cette réaction est une réaction que l'on appelle complète. Alors, c'est quoi la définition d'une réaction complète? Une réaction complète est une réaction au cours de laquelle au moins un des réactifs est entièrement consommé. Dans notre expérience, c'était le magnésium qui était entièrement consommé et qui avait donc totalement disparu, qui s'était totalement transformé. On peut aussi dire qu'une réaction complète est une réaction au cours de laquelle tous les réactifs se transforment complètement, excepté celui qui serait en excès, en trop grande quantité par rapport à l'autre ou aux autres réactifs. Dans notre expérience, c'est l'acide chlorhydrique qui était en excès. Alors une réaction complète peut évidemment se faire avec excès, mais peut aussi se réaliser sans excès. Ça veut dire que les réactifs sont mis dans de bonnes proportions stoichiométriques l'un vis-à-vis de l'autre. Alors dorénavant, lorsqu'on parle d'une réaction complète, nous allons utiliser comme symbole la simple flèche vers la droite. Alors à la fin de la réaction, que trouve-t-on dans le milieu réactionnel dans lequel il y a eu une réaction complète? Nous trouvons les produits et l'excès du réactif. Ça veut dire que dans notre exemple que nous avons vu en film, il y avait à la fin, quand la réaction a tout à fait fini, qu'est-ce qu'il y a dans le berlin? Il y a du chlorure de magnésium qui est dissous, il y a du dihydrogène mais qui s'est échappé dans la classe, dans lequel nous avons fait l'expérience, et il y a un excès d'acide chlorhydrique puisqu'on avait mis trop d'acide chlorhydrique par rapport au magnésium. Je vous propose maintenant de faire une réaction similaire. C'est le cuivre qui réagit avec l'acide chlorhydrique pour donner du chlorure de cuivre 2 et un dégagement de dihydrogène gazeux. Et on a évidemment pondéré cette équation chimique. Voilà, je vous propose de la regarder en vidéo. Alors, deuxième expérience, nous allons faire réagir du cuivre avec l'acide chlorhydrique. Donc, voici le berlin avec l'acide chlorhydrique. Je dépose du cuivre. Alors, on s'attend à une réaction similaire et un dégagement de dihydrogène. Et vous voyez qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de réaction. La réaction est impossible. Alors, nous venons de voir que cette réaction est une réaction impossible. Ça veut dire qu'elle fonctionne bien, elle est bien écrite sur papier. Elle fonctionne bien sur papier, elle est bien pondérée, bien écrite. Mais en réalité, elle n'a pas lieu. Alors, définition, c'est quoi une réaction impossible? C'est qu'une réaction au cours de laquelle les réactifs ne se transforment pas en produits. Alors, dorénavant, pour représenter une réaction impossible, on va utiliser une flèche, mais une simple flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire une flèche qui va de droite vers la gauche. À la fin d'une réaction, que reste-t-il dans le milieu réactionnel à la fin d'une réaction impossible? Comme les réactifs ne se sont pas transformés, il reste uniquement les réactifs que nous avons mélangés. Donc dans notre exemple, il reste le cuivre et l'acide chlorhydrique en quantité identique au départ, puisque rien ne s'est passé. Alors, prenons maintenant le troisième exemple. Je vous propose de faire réagir le chlorure de fer 3, qui a une couleur orange-jaune, avec le thiocyanate de potassium, qui est incolore. Alors, cette réaction entraîne la fabrication d'un complexe FeSCN2+, de couleur rouge. On a aussi la présence de KCl et d'ion chlorure. Voilà, je vous propose de regarder cette réaction en vidéo. Troisième expérience, nous allons faire réagir du chlorure de fer 3, qui est ici, qui a un aspect jaune-orange, avec le thiocyanate qui est incolore. Alors, j'ai pris ici du thiocyanate et on va mettre du chlorure de fer dedans. Alors, vous voyez l'apparition d'un produit rouge. C'est le complexe FeSN2+. Voilà le produit rouge.
Alors la réaction est terminée, notre produit rouge est formé. Qu'est-ce qui se passe si je remets encore un réactif, le Fe3+? Oh, vous voyez que la réaction redémarre, on reforme de nouveau le produit rouge. Que se passe-t-il si maintenant je mets le deuxième réactif, du thiocyanate? Vous voyez que c'est de nouveau plus rouge. La réaction a redémarré aussi. Donc ça signifie que, en fait, il restait encore les deux réactifs. Le fait de rajouter l'un ou l'autre n'a fait que provoquer la réaction, mais les deux réactifs étaient encore présents. Et c'est comme ça qu'on a pu faire redémarrer la réaction. Alors, une des caractéristiques de cette réaction, c'est que l'on peut la faire aller dans l'autre sens. Donc, on est parti ici du produit rouge, donc de notre complexe rouge qui était notre produit, et vous voyez qu'il y a moyen de faire aller la réaction dans l'autre sens. Et nous allons donc récupérer les réactifs, c'est-à-dire le Fer3+, qui est orangé, mélangé au thiocyanate incolore. Donc nous avons vu que ce type de réaction est réversible, peut aller dans les deux sens. Alors nous venons de voir avec cette vidéo que cette réaction est une réaction incomplète, appelée aussi équilibrée. Alors c'est quoi la définition d'une réaction incomplète? Une réaction incomplète est une réaction au cours de laquelle les réactifs se transforment partiellement en produits. On utilise un nouveau symbole, ce symbole-ci. En fait, on utilise une double demi-flèche. Donc, la demi-flèche qui se trouve en haut ira toujours vers la droite, la demi-flèche en bas ira toujours vers la gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin de la réaction? On l'a dit, une réaction incomplète, les réactifs se transforment, mais pas complètement, de manière partielle. Donc, il reste encore tous les réactifs en quantité moindre qu'au départ, mais il reste encore tous les réactifs. Et évidemment, la réaction a eu lieu, donc on a fabriqué les produits. Donc, nous avons du chlorure, par rapport à notre exemple, on a les deux réactifs, l'orange et l'incolore, donc le chlorure de fer 3 et le thiocyanate de potassium, et on a aussi tous les produits qui ont été ainsi formés. Alors, je vous propose maintenant de faire une synthèse de tout ce qu'on a vu. On a vu qu'il existe 3 types de réactions chimiques. Alors, on peut partager les réactions chimiques en 2 catégories. Les réactions chimiques impossibles. Donc, une réaction chimique impossible est une réaction au cours de laquelle les réactifs ne se transforment pas en produits. On peut aussi dire que c'est une réaction au cours de laquelle il n'y a pas de transformation des réactifs. Vous pouvez utiliser des synonymes. Le symbole que nous allons utiliser pour une réaction impossible est la simple flèche vers la gauche. Alors, il existe les réactions impossibles. En face, il existe les réactions possibles. Alors, un synonyme de réaction chimique possible, on parle de réaction spontanée. Alors, quelle est la définition d'une réaction chimique possible, appelée aussi spontanée? C'est l'inverse de la définition d'une réaction impossible. C'est une réaction au cours de laquelle les réactifs se transforment en produits. Alors, il existe 2 types de réactions possibles. Les réactions chimiques complètes et les réactions chimiques incomplètes.
Alors, je vous renvoie aux définitions que nous avions vues précédemment. Donc, n'oubliez pas d'indiquer dans votre syllabus la définition. Donc, une réaction chimique complète est une réaction chimique au cours de laquelle tous les réactifs se transforment en produits, sauf le réactif en excès. Ou alors, vous pouvez aussi dire qu'une réaction chimique complète est une réaction au cours de laquelle au moins un des réactifs réagit complètement. Le symbole utilisé pour une réaction complète est la simple flèche vers la droite. Qu'est-ce qu'une réaction chimique incomplète, appelée aussi équilibrée? Une réaction chimique incomplète est une réaction au cours de laquelle les réactifs ne se transforment que partiellement en produits. Le symbole utilisé est la double demi-flèche. Alors, terminons cette capsule vidéo par quelques remarques. Il y a dans les 3 types de réactions que nous avons vues, il y en a une qui est réversible. Alors, quelle est la réaction qui est réversible, qui peut avoir lieu dans les 2 sens? En effet, il s'agit de la réaction incomplète. Donc, la réaction incomplète est réversible. Lorsque l'on va lire dans le sens de la lecture, donc des réactifs vers les produits, on va parler du sens direct de la réaction. Le sens inverse, c'est quand on va lire des produits vers les réactifs. Et dans la nature, il y a souvent un sens qui sera favorisé par rapport à l'autre, comme nous allons le voir. Deuxième remarque, il n'y a absolument aucun lien entre le type de réaction et la vitesse d'une réaction. Prenons par exemple la formation de la rouille. La formation de la rouille dont vous voyez ici l'équation est une réaction qui est très très lente et pourtant il s'agit d'une réaction complète. Donc il n'y a vraiment aucun lien entre le type de réaction et la vitesse de réaction. Vous voyez que la réaction complète qu'on avait vue, le magnésium qui réagit avec l'acide chlorhydrique, c'est une réaction qui est assez lente parce qu'elle prend quelques minutes, mais elle est quand même beaucoup plus rapide que la formation de la rouille. Pourtant, c'est le même type de réaction. Troisième remarque, certaines réactions ont besoin d'une petite activation, une énergie d'activation. Par exemple, c'est le cas de la combustion. Lorsque vous faites un feu, vous avez besoin d'amener la petite étincelle, l'allumette, le briquet, la petite flamme. Et donc, ceci, c'est une activation. Là aussi, il n'y a pas de lien entre le type de réaction et le besoin de certaines réactions d'avoir une activation. Quatrième remarque, ça c'est plus du vocabulaire. Que se passe-t-il lorsque le milieu est stable? C'est quoi un milieu stable? Un milieu stable, c'est un milieu qui est non réactif. C'est quoi un milieu instable? C'est le contraire. Le milieu instable, c'est un milieu qui est réactif. Alors maintenant qu'on a vu les 3 types de réactions chimiques, terminons par les classer. C'est quoi l'objectif d'une réaction chimique? Pourquoi les chimistes font des réactions chimiques? Premier objectif possible, pour obtenir de nouvelles substances. Pour créer de nouvelles substances. Donc, ce sont les produits, pour avoir de nouveaux produits. Mais il y a parfois aussi un autre objectif. Lorsque vous faites un feu, vous allumez un feu, ce n'est pas pour obtenir du CO2 ou de l'eau. Pourquoi est-ce que vous allumez un feu? C'est pour récupérer de l'énergie thermique. Mais pour cela, évidemment, il faut utiliser quel type de réaction? Les réactions qui dégagent de la chaleur, donc les réactions exothermiques. Alors, lorsqu'on regarde ces objectifs, classons un peu ces 3 types de réactions de la plus favorable à la moins favorable. Alors, la plus favorable, c'est évidemment la réaction complète. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mélange les réactifs, ils se transforment tous en produits. Donc, on a beaucoup plus de produits au final. La moins favorable ensuite, c'est la réaction incomplète. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mélange les réactifs, ils réagissent, mais ils ne se transforment que partiellement en produits. Donc, c'est un petit peu moins favorable.
Et puis la pire de toutes, évidemment, c'est la réaction impossible. Parce qu'elle fonctionne parfaitement sur papier, mais elle ne fonctionne pas en réalité. Donc si vous voulez vraiment fabriquer ce produit, vous devez trouver une autre réaction pour y arriver. Voilà, maintenant on va attaquer les exercices.